Dans cette première table ronde intitulée donc Éducation nationale, sexualité au pluriel, égalité et liberté, point d'interrogation, chaque mot et chaque point de ponctuation a son importance. Donc nous avons la chance d'accueillir des intervenantes dont les recherches, les expériences et les convictions vont nous permettre de mieux appréhender la complexité et les enjeux de pouvoir qui traversent le champ de l'éducation à la sexualité. Donc autour de cette table, nous accueillons deux chercheuses, une femme politique et une professionnelle de l'éducation. Avant de vous les présenter, je vais tout d'abord excuser Laure Le Chatelier. Laure Le Chatelier est vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge de l'action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap. Elle devait être parmi nous cet après-midi, mais malheureusement, au dernier moment, elle a dû bouleverser son emploi du temps et vous demande de bien vouloir l'excuser. Donc, nous aurons néanmoins une femme politique à cette table, puisque je vais donc chaleureusement remercier Roselyne Sarkissian, qui est ici et donc qui est conseillère régionale d'Île-de-France. Et donc je la remercie vraiment d'avoir accepté de remplacer la vice-présidente au pied levé. Mais elle la remplace au pied levé, mais en fait elle connaît très bien ces questions puisqu'elle fait partie de la commission du conseil régional qui étudie tous les rapports sur ces questions, donc la commission Action sociale et santé. Et elle a contribué aux côtés de Laure Le Chatelier à mettre en place le dispositif du pass contraception dont il sera question notamment dans le débat, donc elle connaît très bien la question. Et à côté d'elle, vous avez également Jade Gilles, qui est la collaboratrice de Laure Le Chatelier, donc elles vont faire un duo, je pense, et donc elles remplaceront Laure Le Chatelier. À côté de Roselyne Sarkissian, vous avez Carole Zerbib, qui est professeure au lycée de Saint-Ouen. Elle est également membre de la mission de l'Académie de Créteil en faveur de la promotion de l'égalité filles-garçons et de la lutte contre l'homophobie. Donc elle travaille dans cette commission depuis 2008. Et elle travaille depuis une dizaine d'années sur la question de l'égalité dans les différents établissements dans lesquels elle a exercé. Ensuite, vous avez ici Claire Grélé-Favier. Donc Claire Grélé-Favier est une chercheuse qui a soutenu une thèse en études américaines à l'université de Dortmund en Allemagne. Sa thèse analyse les différents discours politiques et idéologiques qui font la promotion de l'abstinence sexuelle avant le mariage comme méthode d'éducation sexuelle, et ce dans un cadre particulier, c'est sous l'ère Bush aux États-Unis. Donc Claire Grélé-Favier a également enseigné à l'université de Dortmund et elle a travaillé au sein d'organisations internationales comme l'OMS et l'UNESCO, donc qui se préoccupent de culture et de santé. Donc elle nous parlera de ses recherches. Ensuite, à ma gauche, vous avez Virginie de Lucas-Barrus, qui est elle aussi chercheuse, historienne et démographe. Elle est professeure de démographie à l'université de Picardie-Jules Verne, professeure invitée à l'université de Genève. Ses recherches s'intéressent aux politiques de population qui visent à contrôler les évolutions démographiques, et elle nous parlera plus particulièrement aujourd'hui de ses recherches sur la France entre 1900 et 1940, donc l'éducation sexuelle à cette époque-là. Et elle est en train en ce moment de préparer un ouvrage sur l'éducation à la sexualité depuis le début du XXe siècle. Donc vous voyez qu'en matière de chercheuse, on a à la fois la diversité dans le temps et la diversité dans l'espace. On aura une première série de questions dans laquelle je vais demander donc à mes intervenantes, vous avez vu, qui viennent évidemment d'univers assez différents, aussi bien de la politique, on a une femme politique, on a une professionnelle de l'éducation et deux chercheuses. Donc je vais leur demander comment dans leur fonction et leur recherche, elles se sont emparées de cette question de l'éducation à la sexualité. Suis-je venue donc à cette question de l'éducation à la sexualité? Je suis plutôt spécialiste des politiques de population et je me suis d'abord intéressée en particulier à la politique nataliste qui vise à inciter à avoir des enfants et une politique qui a été à l'origine de la mise en place de la politique familiale en France à partir de la fin du XIXe siècle. Et c'est en m'intéressant à ce mouvement qui incite à avoir des enfants que j'ai rencontré un mouvement qui s'opposait à ce mouvement-ci, qui est le mouvement hygiéniste. Et ce mouvement hygiéniste a tenté de contrer l'influence des natalistes, donc qui étaient des hommes extrêmement influents,
Ces hommes-là sont parvenus à mettre en place à l'école un enseignement nataliste et familial. Autrement dit, dans tous les cours de morale, dans les cours d'histoire, de géographie, on enseignait aux enfants, aux filles et aux garçons qu'il fallait absolument faire des enfants, pour la patrie, pour la nation, pour la race, entre guillemets évidemment. Face à ce mouvement, des hygiénistes se sont élevés et ont tenté de démontrer qu'il ne fallait pas inciter toutes les familles à avoir des enfants, notamment certaines familles en particulier qui étaient des familles d'alcooliques. On imaginait que Pourquoi, me direz-vous? On imaginait que ceux qui avaient des familles nombreuses étaient plutôt des alcooliques, incapables de se retenir et de pratiquer en particulier le coït interrompu. Donc, vous avez le cadre général des raisons pour lesquelles j'ai été amenée à m'intéresser à ce mouvement hygiéniste. Et ce mouvement hygiéniste est né en particulier donc de cette première préoccupation, c'est-à-dire contrer ce mouvement nataliste, tout en étant malgré tout très préoccupé par la diminution des naissances en France. C'est vrai que la France est particulière. À la fin du XIXe siècle, la natalité en France commence à baisser beaucoup plus tôt qu'ailleurs, d'où ce mouvement nataliste extrêmement virulent. Les hygiénistes sont aussi très inquiets de la diminution de la natalité, mais eux souhaiteraient voir mis au monde des enfants sains, de bonne qualité. Et donc ils s'interrogent sur l'équilibre qu'il faudrait y avoir entre qualité et quantité. Ils vont tenter de mettre en place un mouvement, quelque chose de concurrent donc à l'éducation nataliste et familiale à l'école, qui est l'éducation à la sexualité. Et pour cela, ils vont proposer des programmes d'éducation dès le plus jeune âge, en s'appuyant par exemple sur les travaux de Freud, en montrant que dès le plus jeune âge, déjà, les enfants sont en âge de comprendre les questions sexuelles. Alors, peut-être que plus en avant, je vous détaillerai un petit peu ces programmes, mais de manière très schématique, ces projets vont être très rapidement contrecarrés, contrariés par le mouvement catholique qui va s'y opposer de manière très virulente. Ils vont s'opposer à cette éducation en créant une association qui va de manière très, très nette tenter de s'imposer à l'école, c'est l'école des parents. En 1929, l'école des parents est créée pour contrer l'éducation à la sexualité à l'école. Et donc, entre ces hygiénistes, ces natalistes et l'école des parents, une sorte de compromis va être trouvé et l'éducation à la sexualité va se résumer à des conférences, des films antivénériens, des films d'hygiène, des films d'éducation à la sexualité, des tracts, des brochures qui vont être diffusés mais qui vont dépendre finalement du bon vouloir des parents qui vont ou pas autoriser leurs enfants à visionner ces films ou à avoir ces tracts entre leurs mains. L'éducation à la sexualité va prendre davantage d'ampleur dans les années 1950, avec en 1956 la création de Maternité heureuse, qui va être à l'origine du mouvement français pour le planning familial. C'est ce mouvement-là qui va le plus diffuser en France des éléments d'éducation à la sexualité par le biais de très nombreuses conférences. Donc c'est par la voie de l'autorisation des parents. Il faut toujours que les parents soient d'accord pour que leurs enfants puissent participer à ces cours, à ces conférences. C'est par cette voie-là donc que l'éducation à la sexualité est entrée très progressivement à l'école. Donc il faut attendre 1973 pour que on puisse avoir dans des décrets des premières traces d'éducation à la sexualité à l'école. Ce qui m'a amenée à travailler là-dessus, et moi je suis angliciste à la base et j'ai fait un mémoire de maîtrise aux États-Unis en fait sur la représentation de la sexualité dans le cinéma américain et notamment sur les films pour adolescents que sans doute beaucoup d'entre vous ont vu, comme American Pie, Scream, enfin des choses de la fin des années 90. Et dans ce cadre-là, en fait, quand je cherchais des informations sur la manière dont l'éducation sexuelle était faite aux États-Unis, je me suis tournée vers le planning familial de la ville où j'habitais, qui était quand même assez important, parce qu'il y avait quand même une unité qui s'occupait plus de programmes éducatifs. C'était pas uniquement une permanence à visée médicale.
Et ils m'ont fait découvrir en fait ce que faisait le gouvernement Bush à l'époque. Donc à l'époque c'était en 2003, c'était à peu près au moment de la déclaration de guerre contre l'Irak. Donc on était quand même bien au courant de l'aspect très idéologique du premier mandat Bush. Et donc en fait il se trouve qu'un des chevaux de bataille du président Bush et de ses conseillers, entre autres, donc il y avait effectivement tout un assortiment de questions qui était très connoté au niveau de ce qu'on appelle le conservatisme chrétien et le fondamentalisme protestant. Donc quand même, c'était déjà quelque chose d'assez conservateur. Et donc ils ont débloqué énormément de subventions pour donc encourager, finalement, pour que l'éducation sexuelle aux États-Unis, qui était déjà... C'était pas non plus une optique très très libérale, hein. C'était quand même en général une approche de réduction des risques où en gros l'abstinence était toujours le meilleur choix, ou au moins repousser le plus longtemps possible, ce qui en général va pas vraiment avoir d'opposition de la part des parents, parce que j'imagine que la plupart, je me mets à la place des parents d'adolescents, le plus tard c'est quand même toujours un peu le mieux puisque c'est plutôt rassurant. Donc on était quand même dans cette logique-là de réduction des risques, d'une description de la sexualité comme, voilà, quelque chose de risqué. Donc là, on va avoir, en fait, ça commençait déjà dans les années Reagan, mais finalement, et aussi sous l'administration Clinton à un moment donné, parce qu'il y a eu une majorité républicaine au Congrès, on va avoir, avec le gouvernement Bush, une injection énorme de fonds, assez indiscriminée, donc même vers des organismes qui étaient très clairement religieux. D'ailleurs, il va y avoir un certain nombre de poursuites en justice pour ça, parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment trop connotées et qui donc allaient contre la séparation de l'Église et de l'État. Donc, mais en gros, dans les textes gouvernementaux, on a depuis 1996 une définition très claire de ce que doit être l'abstinence, et notamment un des principes de base, c'est que ça doit quand même être, la sexualité dans le cadre du mariage hétérosexuel monogame, de préférence à vie, à moins qu'éventuellement votre partenaire meure, mais le divorce n'est pas vraiment une option, ça doit être la norme sexuelle. Donc c'est quand même des choses comme ça qui sont énoncées, qui sont tout de même assez radicales. Quand on lit ce genre de texte, on peut être vraiment très surpris parce que ça va assez loin. Ils sont toujours en vigueur dans un certain sens, simplement ils drainent plus nécessairement les fonds qui allaient avec sous l'administration Bush. Donc voilà, donc à partir de cette découverte qui me paraissait personnellement, alors là j'avoue c'est vraiment du jugement de valeur, mais ça me paraissait complètement absurde, parce que j'avais de gros doutes que ça marche, de dire aux jeunes ne le faites pas, alors que bon honnêtement quand on voit tout ce qu'ils voient à la télé ça a quand même l'air très agréable. Je me suis dit mais qu'est-ce qui pousse ces hommes politiques qui sont quand même en grande majorité, je suis désolée, des vieux barbons, à vouloir absolument empêcher ces jeunes d'avoir des rapports sexuels. Donc à partir de là, j'ai consacré ma thèse à analyser les discours des différents avocats de ce qu'ils appellent abstinence only, donc la version très très radicale de l'abstinence. Donc que ce soit vraiment les fondamentalistes chrétiens, mais aussi les think tanks néoconservateurs qui ont vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, et le gouvernement Bush. Donc voilà à peu près comment je suis jamais intéressée à la question avant de rentrer dans l'éducation nationale, malgré une solide formation au sein de feu l'IEFM. On y reviendra peut-être après sur cette question de la formation. J'arrivais d'une académie du sud de la France. J'ai été nommée d'abord en tant que conseillère principale d'éducation dans un lycée de Seine-Saint-Denis, dans l'académie de Créteil. Et puis, cette question est venue à moi. J'ai l'habitude de dire qu'elle m'a même explosé au visage. J'étais d'abord dans un lycée polyvalent avec des filières techniques et technologiques, avec une polarisation qui était due à cette structure. D'un côté des filles, parce que y avait des filières médico-sociales, donc tout ce qui touchait à la santé et au social, il n'y avait que des filles. Et puis des garçons, parce qu'il y avait des filières industrielles. Et puis, entre ces deux mondes qui ne se côtoyaient pas, il y avait, même dans la cour, il y avait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Dans la classe, il n'y avait que des classes de garçons et des classes de filles. Et puis, quand il y avait un garçon perdu dans la classe de filles, eh ben, excusez-moi l'expression, mais c'était le PD. C'était celui qui n'était pas un vrai garçon. Il n'y avait pas de filles. Pendant les quelques années où je suis restée dans cet établissement, il n'y avait aucune fille dans les filières industrielles. En tout cas,
j'ai pu mesurer la violence des rapports entre les filles et les garçons dans cet établissement. Et c'est là que, en m'appuyant sur ce qui était là, hein, l'infirmière, l'assistante sociale, mes collègues CPE, on a mis en place un début d'éducation à la sexualité. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu le concours de personnel de direction, donc j'ai changé d'établissement. J'étais toujours en Seine-Saint-Denis dans un collège. Et là, au bout de quelques semaines après mon arrivée, nous avons eu affaire à un phénomène traumatique. Une jeune fille de l'établissement a été violée pendant plusieurs semaines par 3 élèves de l'établissement et 2 de l'établissement juste à côté. Le viol répété a duré pendant 1 an. Donc il y a eu la violence de cette nouvelle. Les enseignants qui se sont retrouvés à ne pas savoir comment gérer la chose, donc il a fallu réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels outils, quels leviers, quelles associations, quels organismes on essaie de solliciter pour nous aider dans la gestion de cet événement traumatique. Et puis, il y a eu aussi les élèves. Toutes les discussions qu'ils pouvaient avoir sur ce sujet, c'était une espèce de renversement de ce que nous, on aurait pu envisager. Enfin, je dis nous. La victime, pour nous, c'était celle qui s'était fait violer. Pour eux, non. La victime, c'était les garçons, les jeunes garçons qui étaient en prison parce qu'ils avaient été dénoncés par celle qui avait été violée. Et puis, du coup, il y avait ce renversement. Donc la victime devenait bourreau et les bourreaux devenaient victimes. Comment rétablir les choses auprès des jeunes ? Comment leur expliquer l'ordre des choses ? C'est cette question. C'était à cette question-là que nous étions, équipe éducative, confrontés. Donc il a fallu réagir et mettre en place, et j'aurai l'occasion d'en parler après, mettre en place une politique d'éducation à la sexualité et aborder par là les rapports entre filles et garçons. Je voudrais préciser, mais ça a été précisé en introduction, que l'éducation à la sexualité est précisée par les textes dans l'éducation nationale. Monsieur Boson a fait allusion à la circulaire de 2003 qui nous oblige à traiter de cette question-là dans les établissements scolaires. Et puis, il y a aussi, depuis 2006, depuis le décret de 2006, qui établit le socle commun des connaissances et des compétences. Donc ce sont toutes les connaissances indispensables que les jeunes doivent connaître à leur sortie, à la fin de la scolarité obligatoire. Donc au sein de ces compétences et connaissances, il y a l'éducation à la sexualité. Donc l'éducation nationale l'appréhende comme une compétence sociale et civique que les jeunes doivent connaître. Maintenant, quels moyens l'éducation nationale se donne, ça c'est une autre question. Voilà, en tout cas, je me suis intéressée à cette question pour ces raisons-là. Donc maintenant, depuis plusieurs années, je travaille dans ce sens parce que je considère que cette éducation prend sa place dans la construction du futur citoyen. Voilà. Merci. Merci de votre invitation. Alors c'est vrai que j'ai l'honneur et la difficulté, en plus avec une méchante conjonctivite, de remplacer la vice-présidente Laure Le Châtelier qui présenterait certainement bien mieux que moi puisqu'elle l'a porté très activement ce passe contraception. Alors c'est vrai que je le connais un petit peu par ma fonction de représentante de la région dans les lycées. Je suis présente dans 7 lycées, donc pour le passe contraception, c'est quand même un peu utile de voir sa mise en œuvre, très opérationnelle. Et puis je suis aussi donc membre conseillère régionale de la commission action sociale santé. Alors c'est quoi ce passe contraception ? C'est déjà une conviction qui a été partagée antérieurement dans la région Poitou-Charentes de politiques régionaux qui se saisissent d'une question qui leur paraît fondamentale hors de leurs propres compétences. Je le rappelle quand même, la région elle est compétente en transport, on nous le reproche souvent, et en développement économique, un certain nombre d'autres de champs, mais en l'occurrence sur l'action sociale et la santé, c'est pas une compétence propre, on s'en saisit parce qu'on estime qu'il y a une intervention nécessaire. Alors pourquoi nécessaire ? Et c'est vrai que, madame, vous l'avez très bien dit, on a parfois un sentiment de carence au niveau étatique, carence au niveau d'éducation à la santé. Et c'est vrai que pour nous, le passe contraception,
au-delà, et j'en reparlerai, de ce chéquier avec la gratuité de la consultation avec un professionnel, la gratuité d'accès aux analyses de laboratoire, la gratuité à des contraceptifs, c'est surtout une occasion qui est donnée d'échange autour de la question de la sexualité et de la vie affective entre le représentant santé du lycée, on l'espère le plus souvent l'infirmier, quand le poste est bien effectif, le référent santé et le jeune. C'est vrai qu'on constate que des fois, souvent, en l'absence de professionnels de santé, on ne peut pas avoir cette mise en place. Mais pour nous, le plus important, c'est ce lien qui est créé, c'est ce dialogue possible autour de la vie affective. Et vient en second lieu, effectivement, la possibilité de donner accès à la gratuité de cette contraception. Alors, on vient en complément aussi de cours de ces 3 séances hebdomadaires, 3 séances annuelles, pardon, hebdomadaires, n'en posons pas trop quand même. On a déjà du mal avec l'annuel, si on transforme ça en hebdomadaire, 3 séances annuelles pour collège, lycée. On voit bien que c'est pas effectif, donc pour nous aussi, ça venait compléter quelque chose qui ne se fait pas nécessairement. Par ailleurs, c'est vrai que depuis 2001, la loi de 2001, le consentement de l'autorité parentale, du représentant légal, n'est pas nécessaire pour permettre cet accès à la contraception. Dans le cadre de la loi IVG, on se rend compte d'un point de vue très concret qu'en dépit de la possibilité légale, ça ne se réalise pas nécessairement. Les centres de planification familiale font parfaitement leur travail, mais malgré tout, le maillage territorial empêche de pouvoir assurer parfaitement cette mise à disposition de la contraception. Et on a pensé que cette délivrance, parce qu'il s'agit quand même de ça, de ce passe contraception au sein des lycées, au sein des CFA, au sein des instituts de formation sanitaire et sociale, permettrait une couverture plus vaste et une accessibilité à tous ces jeunes de 16-17 ans, essentiellement en seconde, un peu en première, plus grand à cette liberté autorisée par la loi. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là pour nous. On s'en est saisi, donc c'est vraiment une politique publique acceptée, volontariste. J'entendais tout à l'heure Madame l'historienne mettre en perspective un peu ces politiques publiques des décennies précédentes. Alors peut-être que la région figurera dans des études postérieures comme un acte de politique publique qui s'inscrit dans un contexte de pensée. Donc nous, on assume effectivement l'intervention d'un acteur public, la région, dans une question qui est une question qui nous paraît être politique, sociale. Voilà, donc après, si vous le souhaitez, on pourra rentrer dans des questions beaucoup plus concrètes de comment ce pass a été mis en place, quel travail a été fait avec les professionnels pour qu'il soit parfaitement accepté, comment il est diffusé. Mais c'est vrai que pour nous, il y a tous ces éléments. Il y a aussi un rapport IGAS qui nous faisait bien comprendre que c'était une question importante dont il fallait qu'on se saisisse. Et on l'a mis en œuvre en termes vraiment d'adoption légale par un rapport cadre l'an dernier, en juin 2010. Et là, il a été délivré dès le mois d'avril dans les lycées, CFA et instituts de formation. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été parfaitement claire pour bien vous expliquer la façon dont à la fois notre objectif, notre détermination à créer un lien. On ne voudrait pas simplement, parce que l'aspect chéquier, quelque part, est un peu embêtant. On se dit, voilà, on distribue le chéquier, puis ça va être la gratuité, et puis finalement, l'infirmier va donner le chéquier, et puis on pourra aller rencontrer une sage-femme, on pourra aller rencontrer un généraliste, et puis ça se fera comme ça. Nous, c'est pas ça, c'est que il y a quelque chose qui se crée au niveau du dialogue autour de la sexualité, autour de la difficulté à l'accès à la contraception, entre ce référent santé, cet infirmier, et le jeune. C'est une occasion d'échange. Enfin, on le voit comme ça. Alors après, il y a la question aussi de la prévention des grossesses non désirées, dont le nombre est colossal. Donc c'est aussi quelque chose qui a animé notre volonté de le mettre en place. Mais moi, je crois quand même que c'est dialoguer autour de cette question. Alors après, ce qu'on évoquait aussi,
moi je suis dans pas mal de lycées, quand je demandais alors le pass contraception, on me dit, vous savez, on n'a pas encore, on a un problème de vacances de poste en infirmier depuis 1 an, donc autant vous dire que vous parlez pass contraception, vous parlez aussi CRIPS, puisque le CRIPS intervient aussi, on en reparlera. On est quand même puisqu'on n'est pas acteur en premier, hein, bien évidemment, et fort heureusement, on dépend de l'éducation nationale et de ses moyens. On est aussi très, très tributaire de ce qui peut être mis en place pour que nous, on puisse exercer notre volonté politique de travailler cette question qu'on considère comme majoritaire à la région. C'est dès le départ qu'on ferait un deuxième temps dans lequel en quelque sorte, on allait genrer le débat, mais la question, vous voyez, on peut pas l'aborder sans la genrer, puisque on a déjà évoqué les rapports filles-garçons et garçons-filles. Donc, néanmoins, on va revenir sur les États-Unis avec Claire Grélé-Favier, et on va essayer de voir un petit peu en quoi justement cette incitation à l'abstinence que vous nous avez bien décrit de la période Bush, en quoi est-elle éventuellement différenciée selon le sexe? Et j'ai envie même de dire peut-être selon les sexualités, mais d'après ce que vous avez dit, je me demande même si c'est quelque chose qui est abordé. Donc comment ces injonctions à l'abstinence se formulent-elles dans le discours? Est-ce que c'est finalement, parce qu'on pourrait dire si c'est abstinence pour tout le monde? Abstinence pour tout le monde. Ça concerne aussi les adultes, hein, parce qu'en théorie, c'est pas une abstinence avant le mariage, c'est une abstinence de toute sexualité hors mariage. Donc si vous trompez votre mari ou votre femme, c'est pas bien non plus. Puis ça en donne un très mauvais exemple à vos enfants en plus. Parce que vous faites exactement ce que vous leur dites de ne pas faire. Donc c'est effectivement, ça concerne tout le monde. Pour ce qui est en fait de la différenciation des sexes, les programmes d'abstinence only, donc qui sont très radicaux, sont en grande majorité des programmes qui sont à la base des programmes religieux ou pensés avec une optique religieuse, dans lesquels on a gommé les éléments ouvertement bibliques ou chrétiens, mais on va avoir un discours qui est quand même un discours conservateur chrétien de promotion de la famille patriarcale traditionnelle, et donc fatalement ça a pour conséquence une représentation des garçons et des filles qui, bien sûr, la fille est en général innocente, passive, elle a évidemment pas de désir, sachant que de toute façon, l'éducation sexuelle aux États-Unis parle pas nécessairement énormément du désir et du plaisir, mais alors là, vraiment, on est dans une représentation traditionnelle. Elle est bien sûr amoureuse, et de toute façon, ses aspirations dans la vie, c'est quand même de créer un foyer et de s'occuper de sa famille. Les garçons, au contraire, bien sûr, sont présentés comme ayant plus d'ambition, ayant plus à vocation à vraiment aller dans le monde et à protéger leurs faibles femmes. C'est pas du tout flatteur pour les garçons, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont complètement agis par leurs hormones en matière de sexualité à l'adolescence, donc c'est complètement incontrôlé. Donc c'est vraiment pas flatteur, parce qu'il y a certainement beaucoup d'adolescents garçons qui sont des gens très bien et qui sont amoureux et qui n'ont pas une envie débordante de sauter sauvagement sur leur partenaire. On a un petit peu l'impression de ça, quoi. C'est des espèces de mouvements hormonaux auxquels ils ne pourraient rien, et que les filles qui sont plus innocentes et qui n'ont pas ce genre de problème sont censées stopper. Donc d'ailleurs, on va vraiment leur expliquer comment, dans une situation, tout faire pour que le rapport sexuel n'arrive pas. Il vaut mieux ne pas boire, il vaut mieux ne pas être tout seul dans la même maison ou dans la même voiture, il vaut mieux sortir en paire de couple, par exemple, pour éviter de se retrouver tout seul. Enfin, il y a plein de stratégies. Donc, pour ce qui s'agit des autres sexualités, alors c'est évident qu'on n'en parle pas. Ça ne peut pas exister. L'homosexualité, tout ce qui peut être en dehors du cadre hétérosexuel et du mariage, ça n'existe pas. Le concubinage est considéré, notamment par les textes gouvernementaux, comme n'étant pas du tout égal au mariage.
ça ne suffit pas, en gros, ça ne garantit pas du tout la même stabilité familiale par la suite. Parce qu'on est quand même dans l'abstinence only, dans une survalorisation de la sexualité dans le mariage qui est merveilleuse, satisfaisante dans l'amour et qui génère une belle famille harmonieuse avec des enfants qui vont réussir à l'école et qui auront un bon métier plus tard. Quand on parle de tout ce qui est en dehors de ça, on est vraiment dans des conséquences assez cataclysmiques. Comme j'en parlerai d'ailleurs pour répondre à la prochaine question. Donc, mais en général, si vous êtes en concubinage, c'est à peu près la même chose que... J'ai envie de vous demander, d'une certaine façon, l'injonction à l'abstinence, est-ce qu'on est plus tolérant envers les garçons s'ils n'y parviennent pas, ou est-ce qu'il y a une forme, puisque vous avez l'air de dire que le discours dit que les garçons sont agis en quelque sorte, donc est-ce que la suite logique, c'est de dire, bon, puisqu'ils sont agis, des fois, ils peuvent faillir. Je ne sais pas s'il y a plus d'excuses. En tout cas, c'est sûr que le poids de l'abstinence repose beaucoup plus sur les épaules des filles, puisqu'elles en portent malheureusement les conséquences les plus visibles et les plus lourdes, puisque c'est elles qui tombent enceintes et pas les garçons. Donc les garçons, c'est plus facile pour eux de faire comme si ils n'étaient pas sexuellement actifs, parce que ça ne se voit pas. Alors qu'une fille qui est enceinte, manifestement, elle peut pas dire le contraire. Et donc c'est aux filles de stopper les garçons ? C'est aux filles de stopper les garçons parce que c'est elles qui sont les plus pénalisées de toute façon, au final. D'accord. Ouais. On est quand même dans une représentation qui est assez traditionnelle là-dessus. Fatalement, ça correspond à ce qu'on peut toujours avoir dans nos pays et ce qu'on a pu avoir par le passé. Là où ça pose aussi des problèmes, c'est comme on est quand même dans une vision très, très dégradante de la sexualité hors mariage, qui est vraiment présentée de manière très négative. Donc vous avez effectivement toutes les autres formes de sexualité. Vous avez aussi les jeunes qui sont sexuellement actifs quand ils reçoivent cet enseignement, qui sont complètement ignorés parce que ils sont considérés comme des mauvaises influences sur les jeunes gens abstinents. Ou alors on leur propose une autre solution, ça peut être des fois le cas, de secondary virginity ou born again virginity, disant qu'en gros il n'est jamais trop tard pour commencer de s'arrêter. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pour rattraper le coup, parce qu'ils ont dû se rendre compte effectivement qu'à un moment donné, ils s'aliénaient quand même une partie de leur public. Bon, puis alors bien sûr, un autre gros problème, c'est quand même pour les jeunes qui sont sexuellement actifs, mais pas par choix, qui ont été abusés sexuellement et qui, eux, vont se retrouver dans un discours où c'est un peu la double peine, parce qu'on leur explique que, non seulement ils ont été abusés sexuellement, mais en plus, on leur explique que comme ils ont eu une sexualité hors mariage, ça va peu ou prou leur ruiner leur vie sexuelle plus tard quand ils seront mariés. Donc c'est quand même assez tragique à ce niveau-là. Donc quand même, pour rattraper un peu les politiques américains, il y a un membre du Congrès qui s'appelle Waxman, qui est quelqu'un de très intéressant, qui agit sur plein de questions, qui avait commandité en fait un rapport d'études du Congrès sur les programmes d'abstinence only, et ce rapport montre très clairement que dans la plupart de ces programmes, on est quand même dans un discours extrêmement sexiste, avec une différenciation très très claire et très traditionnelle entre les garçons et les filles. Donc voilà, mais après, les autres sexualités, on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça n'a pas une implication très très lourde en fait, pour les gens qui se trouvent dans cette situation. Vous demandez en quoi, justement, dans le dispositif PASS contraception, vous avez intégré la notion d'égalité des sexes et à la fois essayer de vous occuper aussi bien des garçons que des filles. Tout simplement le rendant accessible aussi bien aux filles qu'aux garçons. C'est-à-dire que dans le dispositif, mais j'aurais peut-être dû un jour en parler avec Françoise Ménard, qui a conduit la politique du pass contraception en Poitou-Charentes, pour voir pourquoi en Poitou-Charentes, je crois que ça ne vise que les filles. En l'occurrence, nous, on a pensé le dispositif comme aussi bien destiné à un public masculin, 82 000 garçons concernés, en fait, dans la population d'âge de 16-17 ans fréquentant lycée, CFA et institut de formation, et 77 000 filles. Alors, il est prévu, j'ai envie de dire, théoriquement, cet accès à consultation et cette délivrance des contraceptifs, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Je ne vous cacherai pas, et c'est un peu la dernière question, qu'est-ce qui est prévu en termes de suite au pass contraception, que l'enjeu pour nous, c'est que concrètement, ça soit effectivement aussi accessible aux garçons. On se rend bien compte que ça l'est,
Ça l'est tel que nous, on l'explique aux professionnels de santé à qui on délivre le pass. Ça l'est évidemment au public jeune, hein, puisque les infirmiers référents sont supposés faire la même promotion, la même communication auprès des filles que des garçons. Concrètement, c'est vrai que les premières délivrances du pass se sont faites auprès des filles. Voilà. Donc après, je ne serai pas dans mon rôle de traiter tout ce que ça charrie en termes de représentation, tout ce que. Donc on voit bien que quand l'outil technique, pratique est malgré tout ouvert aux garçons comme aux filles, nous-mêmes, nous sommes quand même bien exposés à cette barrière qui est une barrière aussi où, même si les professionnels, et je ne jetterai vraiment pas la pierre aux professionnels de santé qui interviennent dans les établissements, peuvent le rendre accessible aux garçons, ça doit être aussi pas simple à présenter, et même les garçons, compte tenu du schéma qui est le leur, ils sont peut-être pas du tout en situation de pouvoir aller voir l'infirmier, le référent, pour aborder ces questions-là. Donc voilà, nous on l'a rendu accessible, c'est-à-dire que la consultation, les 6 chèques sont aussi bien proposables aux garçons qu'aux filles. Malgré tout encore, on est face à un mur qui fait que nos premières livraisons de chèques ne se sont faites qu'à plus de 90% auprès du public féminin. Donc c'est un enjeu de travailler justement les représentations de tous les acteurs pour que on arrive à quelque chose qui fasse évoluer un petit peu les représentations aussi à notre niveau. J'ai l'impression, effectivement, par rapport à ce que disait Claire Grélé-Favier, qu'on a l'impression que, véritablement, c'est toujours qu'on veuille, en quelque sorte, interdire la sexualité ou du moins recommander l'abstinence ou au contraire qu'on veuille faciliter l'entrée dans la sexualité, on se heurte toujours à cette représentation qui est les filles sont les responsables de la contraception. Parce que comme vous le disiez, elles en subissent éventuellement les conséquences. Donc c'est intéressant de voir dans des dispositifs assez opposés. Et le fait que, nous, voilà, on a un pass contraception qui est un dispositif récent. L'idéal serait que ça soit parfaitement articulé à tout un ensemble de cours, d'informations sur la contraception, sur la sexualité, sur la vie affective. Si tout ça a été vraiment parfaitement coordonné, c'est vrai que le pass contraception, rentrant dans un nouveau vocabulaire, une nouvelle façon d'aborder la sexualité, ça pourrait prendre son sens. Donc là, on fait reposer sur ce dispositif, en plus de cours qui se réalisent quand même parfois, hein, faut pas exagérer, je ne veux pas être trop noir dans le tableau, on fait porter au pass contraception une mission de renversement du positionnement fille-garçon par rapport à la sexualité, d'une possibilité de dialogue qui... Et c'est très difficile autour de ça de le rendre possible. Mentionné tout à l'heure, l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires doit être un projet global, intégré au projet d'établissement, et ne pas rester le simple fait de l'infirmière scolaire. On ne peut pas se contenter, quand on fait une éducation à la sexualité, à parler uniquement d'éducation sexuelle ou d'information sexuelle, ce que fait l'infirmière très bien. Pour ça, il faut mobiliser, fédérer des équipes, notamment des enseignants, autour de cette question-là, pour aussi aborder les questions des violences sexuelles, de l'identité sexuelle, aborder aussi les questions des stéréotypes liés au genre et qui sont très très forts dans l'imaginaire des jeunes. Et puis, il y a aussi comment l'enseignant se positionne vis-à-vis de ces questions-là. On n'est pas toujours au clair avec ces questions-là, mais peu importe finalement. Ce qui est important, c'est le message, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir véhiculer aux jeunes. Et c'est ça qui m'intéresse en tant que chef d'établissement, c'est piloter une véritable politique d'éducation à la sexualité. Alors concrètement, comment est-ce que ça se manifeste ? Alors dans le collège dans lequel j'étais précédemment, on a pu travailler avec le Conseil général et l'Observatoire des violences faites aux femmes. On avait réussi, alors c'était un collège de 500 élèves, il y avait une quinzaine d'enseignants mobilisés. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris 3 à 4 ans. Chaque année, on semait des petites graines avec l'infirmière, l'assistante sociale, un tout petit groupe d'enseignants, des CPE. Et puis petit à petit, c'est devenu une question centrale au sein du collège. Et tout le monde a participé.
on a organisé une semaine en faveur de l'égalité, au cours de laquelle les enseignants, dans les enseignements, ont parlé de cette question des relations filles-garçons. En anglais, c'est simple, on peut prendre un texte, je ne sais pas, je ne suis pas prof d'anglais, mais qui parlerait de cette question-là. En mathématiques aussi, les enseignants de mathématiques, alors ça peut paraître particulier, comment un enseignement de maths pourrait aborder cette question-là. Eh bien, il y a une enquête en Seine-Saint-Denis sur les relations filles-garçons, et les professeurs de maths ont commenté les chiffres en classe en faisant des pourcentages, etc. Donc ça a permis de mettre cette question-là au cœur des enseignements. On est parti aussi de la parole des élèves. Il nous semblait important que les élèves puissent parler de leur expérience et soient acteurs finalement de ce qu'on était en train de construire. Donc à travers l'élaboration d'un théâtre-forum, ils ont pu s'exprimer, parler des relations filles-garçons, parler de ce qui se passe à la maison. Et puis alors l'intérêt du théâtre-forum, c'est que c'est un outil interactif. Donc ils présentaient des scénettes et puis la salle, leurs camarades pouvaient réagir. Donc ça a permis aussi de connaître des choses sur ce qui se passait à la maison, ce qu'ils vivaient, quels étaient les stéréotypes culturels qui sont aussi très forts dans la tête de nos élèves. On a aussi travaillé sur l'insulte. Et il y a eu un atelier d'écriture. Les élèves ont créé le dictionnaire à l'usage des dinosaures du sexisme, parce que, afin de lutter contre la banalisation de l'insulte, parce que ça fuse très, très facilement, pédé, salope, voilà. Et finalement, on s'est rendu compte que les jeunes ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc, ils ont fait des recherches, et puis ils ont expliqué à leurs camarades. Alors, c'était très ludique, c'est dommage, j'aurais pu en amener, mais c'était très ludique. Et ça a permis aux jeunes de savoir ce qu'ils disaient quand ils proféraient une insulte. On a travaillé aussi sur les stéréotypes en créant un t-shirt rose pour les garçons et bleu pour les filles. Avec un slogan. Et tous les élèves dans l'établissement ont porté le t-shirt. Ça a créé une dynamique au sein de l'établissement, à la fois chez les enseignants et chez les élèves. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. C'est comment est-ce qu'on peut fédérer l'ensemble d'un établissement sur cette question-là, à travers des actions. Passer dans un autre monde, mais peut-être pas tout à fait, au final, en réfléchissant bien. Je vais peut-être commencer par définir ce qu'on entendait jusqu'en 1950 par éducation à la sexualité. Déjà, pour commencer, l'éducation à la sexualité, c'était tout simplement une éducation à la paternité, à la maternité et une éducation anti-vénérienne. La question vénérienne était extrêmement importante pour deux raisons. La première, c'est parce que ces maladies étaient en très forte recrudescence. Et la deuxième, c'est parce que ces maladies, la syphilis en particulier, était réputée héréditaire. Autrement dit, le syphilitique transmettait à sa femme et à ses enfants le mal vénérien, ses vices en quelque sorte, et les enfants qui étaient dits hérédosyphilitiques étaient porteurs de tares, c'est le terme qui était utilisé, très lourdes. Et au moment où la France fait moins d'enfants, si la France se met à faire des enfants hérédosyphilitiques, il y a péril en la demeure, vous le comprenez. Donc c'est ce mouvement, cette idéologie finalement qui va être à l'origine de cette éducation à la sexualité. Elle est travaillée par des représentations de genre, mais aussi, je voudrais en dire vraiment deux mots, des représentations aussi de classe et de race, qui sont des représentations des classes dominantes, en particulier celles des médecins. Sur la race, je voudrais signaler des brochures, des tracts qui étaient faits exclusivement à destination des populations indigènes, en particulier pour les populations d'Algérie et du Maroc. Les films étaient extrêmement infantilisants à l'égard de ces populations, et l'éducation qu'on essayait de véhiculer était une éducation à rester sain, à garder son corps sain, en bonne santé. Finalement, on s'adressait à qui? On s'adressait à de la main-d'œuvre. Donc l'éducation, là, pour le coup, c'était rester en bonne santé, rester fort, rester puissant, rester un bon travailleur. Ce n'est pas du tout ce qu'on trouve pour les autres populations. En termes de classe aussi, les représentations étaient très fortes. On ne s'adresse pas de la même manière aux classes populaires et aux classes bourgeoises. Aux classes populaires,
il est très clair que la sexualité apparaissait comme précoce, trop précoce. Donc lorsqu'on va se proposer des conférences aux enfants d'ouvriers, aux filles d'ouvrières, on va les inciter, les filles en particulier, à redouter les grossesses illégitimes. En aucun cas, ce n'est pas du tout ce qu'on dit aux filles de la bourgeoisie. On ne parle pas du tout de grossesse précoce, on ne parle pas du tout de relations avant le mariage. Or, aux filles des classes populaires, c'est ce qu'on dit. Surtout, méfiez-vous des hommes et restez chaste jusqu'au mariage. Aux garçons de la classe ouvrière, on va plutôt proposer des conférences qui sont des conférences anti-vénériennes et anti-alcooliques. On va mêler les deux choses, comme finalement une espèce d'éducation contre les mauvais penchants. Donc, vous le voyez, ce qu'on entend par éducation à la sexualité est très différent selon les publics auxquels on s'adresse. Et qu'en est-il maintenant donc, de ces discours envers donc, les fils et les filles de la bourgeoisie? Aux fils de la bourgeoisie, les propos commencent toujours par un « méfiez-vous des femmes » qui est systématique. Autrement dit, les conférences, les films, les brochures proposent finalement une image de la femme qui est toujours une image extrêmement dangereuse. La femme est dangereuse. Il faut se méfier des grisettes, il faut se méfier des prostituées, il faut se méfier en fait de toutes les femmes qui ont des relations sexuelles avant le mariage. Donc l'éducation des jeunes hommes de la bourgeoisie va toujours de pair avec la culpabilisation de la prostituée, de la grisette et de la servante. Après avoir dit aux hommes « méfiez-vous des femmes », on leur apprend à repérer les signes de la maladie, du mal vénérien sur le corps féminin. Alors, je voudrais vous citer une toute petite phrase que je trouve absolument délicieuse, qui explique aux jeunes hommes de la bourgeoisie donc comment repérer les traces de syphilis sur le corps féminin. Je cite. « Avant de dénouer votre idylle, prenez la belle sur vos genoux. Caressez-lui doucement la nuque. Aventurez même votre main vers des régions plus intimes et tâtez-lui les plis de laine. Si vous découvrez ici ou là des glandes dures roulant sous le doigt, allant de la grosseur du pois à celle de la noisette, n'insistez pas. » Alors, là, vous le voyez, le jeune homme déjà est en fâcheuse posture puisque déjà il est à 2 doigts, je dirais, de consommer. Oui. Mauvais jeu de mots, je vous l'accorde. Alors, une fois ces propos tenus, que reste-t-il aux médecins? Finalement, 2 possibilités. Soit proposer le préservatif, soit proposer une pommade prophylactique, une pommade au calomel que le jeune homme devrait s'appliquer. Le préservatif est suspect. Il est suspect pourquoi? D'abord parce qu'il permet de jouir des plaisirs vénériens sans risque. Et supprimer les risques, c'est ouvrir la porte à la débauche. Et donc, il ne faut pas parler du préservatif. Même si il est diffusé, notamment auprès des soldats, le préservatif n'est jamais conseillé, surtout jusqu'aux années 30, jusqu'à la fin des années 30. D'autre part, le préservatif aussi permet de contrôler le nombre de ses enfants. Et en particulier, il permet finalement de favoriser le malthusianisme. Et donc, c'est contraire à la politique des médecins. Donc, le préservatif n'est pas conseillé. On répète à tout va une phrase dont peut-être que vous avez peut-être déjà entendu sous d'autres formes. Le préservatif serait, je cite, « une cuirasse contre le plaisir et une toile d'araignée contre le danger ». Donc, c'est une phrase qui est très fréquemment répétée. Voilà ce qu'il en est de l'éducation des garçons. L'éducation des filles est, elle, tout à fait différente. Aux filles, on leur explique comment éviter la douleur et la honte d'avoir un enfant hérédosyphilitique. On leur présente bien quelques schémas de l'appareil reproducteur pour leur expliquer les fonctions de la reproduction, mais on ne va pas plus loin. En aucun cas, aux filles, on explique comment
trouver trace sur l'organe sexuel de leur mari des signes syphilitiques. Il faut absolument respecter la pudeur des filles. Et ça, c'est quelque chose qui est transversal tout au long de ces années. Il faut parler de la sexualité sans choquer. Voilà. Donc, l'éducation sexuelle aux filles se limite en fait à une éducation à la maternité, mais une maternité raisonnée. On va inciter les filles à exiger de leur futur conjoint, en tout cas de leur fiancé, un certificat prénuptial leur garantissant que leur futur conjoint n'est pas porteur de maladies vénériennes. Vous le savez peut-être, le certificat prénuptial a été voté en France en 1942 sous Vichy, mais il est le fruit d'un très long débat né au tout début du XXe siècle dans ces mouvements antivénériens et hygiénistes. Et donc on exhorte les filles finalement à exiger une responsabilité de leur futur mari en leur demandant un certificat prénuptial qui pourrait les garantir finalement que leur futur époux n'est pas porteur d'une maladie vénérienne. Donc vous le voyez finalement, l'éducation à la sexualité est très différente selon les sexes, mais aussi selon les classes sociales auxquelles on s'adresse. On va passer à la troisième série de questions. Donc, que pouvons-nous faire pour promouvoir l'égalité des sexes ? L'abstinence only remplit ses objectifs ? Oui et non. Alors, les objectifs de santé publique, qui sont de faire baisser le taux de grossesse précoce, le taux d'infection aux maladies sexuellement transmissibles, et de faire baisser, d'élever l'âge du premier rapport, surtout pas de le faire baisser, non, ça ne marche pas. Il faut dire que quand même, dans l'abstinence only, on est aussi... quand on parle, en général, on ne parle pas de contraception. Quand on en parle, c'est pour dire que ça ne marche pas. Donc on va même plutôt encourager les jeunes gens, si... par malchance, ils ont quand même des rapports sexuels, ils vont se dire, bon, ça sert à rien d'utiliser des préservatifs, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, bon, là, depuis à peu près la fin du deuxième mandat Bush, on a vraiment des études scientifiques qui prouvent que, au niveau en tant que politique de santé publique, ça n'est vraiment pas efficace. Voilà. Alors, mais, soit dit en passant, c'est pas du tout le problème en l'occurrence, puisque, comme le disait Michel Boson, c'est une question plus morale et plus idéologique que d'efficacité. La preuve en est que la semaine dernière, il y a des membres de la Chambre des représentants qui ont suggéré de couper les subventions pour une éducation sexuelle, ce qu'on appelle comprehensive, qui parle de contraception, qui parle de préservatifs, parce qu'il faut faire des économies en temps de crise, mais par contre, dans le même temps, de rajouter des subventions pour l'abstinence only, alors qu'ils savent que ça ne marche pas. Donc vraiment, à ce point, nier les résultats, c'est que manifestement, l'objectif n'est pas la santé publique. Donc au niveau idéologique, alors, l'abstinence only, c'est sûr, pour tout un groupe, enfin pour les fondamentalistes chrétiens, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que la Bible, en tout cas leur lecture de la Bible, dit qu'il faut s'abstenir avant le mariage et n'avoir des rapports sexuels que dans le mariage. Ceux-là, ils sont assez cohérents avec eux-mêmes, c'est leur choix. Après, donc, ce mouvement religieux a une grosse influence sur les groupes politiques américains, notamment le Parti républicain. Et donc, il y a un certain nombre de think tanks qui, essentiellement depuis la fin des années 70-80, ont vraiment une action de lobby très importante au niveau des politiques donc, fédérales américaines. Donc, ces groupes, qui sont en général ce qu'on peut appeler aux États-Unis en anglais néoconservateurs, en français on va plutôt appeler ça néolibéraux, se sont intéressés à l'abstinence only parce qu'ils partaient du principe, et ils partent toujours du principe, que la cause majeure de pauvreté aux États-Unis, c'est les grossesses précoces. Parce que, en gros, ils visaient une population, et là on retourne à la question de race, qui est de jeunes femmes, de jeunes filles noires qui vont avoir des enfants hors mariage, donc jeunes, qui sont pauvres, donc qui sont dépendantes du système d'aide sociale. Donc comme elles sont pauvres et qu'elles n'ont pas de mari et que l'enfant va grandir sans père, il va forcément être en échec scolaire, être délinquant, prendre de la drogue, de l'alcool, et lui-même se retrouver en position d'avoir un enfant jeune et hors mariage. Donc c'est un cercle vicieux qui continue comme ça. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, quand je disais que tout à l'heure que la sexualité hors mariage a des conséquences cataclysmiques, c'est bon, bien sûr, toutes les MST qu'on peut attraper, mais alors vraiment les grossesses précoces,
ça a des générations ça a des conséquences sur toutes les générations futures et sur la société en général. Donc c'est incivique d'avoir des rapports sexuels hors mariage complètement, quoi. Donc, pour faire face à ce problème-là, les néoconservateurs et des think tanks comme le Heritage Foundation ont proposé de faire une rééducation morale, donc qui est basée sur l'abstinence, parce qu'on est dans une représentation là effectivement de continence qui est assez... qui a des bases historiques assez fortes aux États-Unis, puisque Benjamin Franklin disait des choses comme ça, c'est le mythe du self-made man. Si vous contrôlez vos pulsions, si vous n'agissez pas dessus immédiatement, si vous travaillez dur, et forcément vous réussirez. Donc, à partir de là, effectivement, on est sur une vision où la pauvreté, et c'est très pratique pour les politiques, c'est une question personnelle, c'est pas une question structurelle. Vous êtes pauvre parce que vous cédez à vos pulsions en dehors du cadre qui est censé être la norme, en fait. Donc effectivement, voilà, on a l'abstinence est vraiment vue comme un élément de rééducation morale, avec un certain nombre d'autres éléments d'ailleurs. Le discours d'aujourd'hui vous semble en totale rupture avec celui que vous avez étudié, ou comment vous les situez? Non, la totale rupture, non, je la vois pas. Je vois plutôt la permanence de fortes résistances idéologiques. Ça, je crois que c'est quelque chose de transversal et de permanent tout au long du XXe siècle. Je suis frappée, moi, par le fait, finalement, de l'absence de définition de l'éducation à la sexualité. En travaillant sur les textes jusqu'aux années 1970-1980, je m'aperçois finalement qu'un grand nombre d'expériences sont faites, de dispositifs sont mis en place, mais en définitive, il y a peu de définition sur ce qu'on entend, sur ce qu'on veut, quand on veut faire de l'éducation à la sexualité. Finalement, le chercheur, le lecteur de ces expériences ne peut que deviner finalement ce qu'on cherche à mettre en place. Et en réalité, on n'a pas les moyens de mesurer la distorsion éventuelle entre ce qui est mis en place et les résultats produits. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est comment évaluer finalement ce qui est mis en place. Au début du siècle, quels pouvaient être les indicateurs permettant de dire si oui ou non cette éducation à la sexualité qui était mise en place a porté ses fruits ou pas. Alors, on a bien trace dans l'entre-deux-guerres d'auteurs, notamment Roger Martin Dugard ou Julien Gris, qui font état d'une espèce de phobie de la syphilis, qui montre finalement qu'ils ont été très marqués par ces discours très noirs, très durs sur les risques vénériens. Aujourd'hui, finalement, quand on fait de l'éducation à la sexualité, que veut-on et comment mesurer finalement ce qu'on met en place? Je suis aussi frappée par le fait que très souvent, on évoque les grossesses à l'adolescence. On évoque aussi le nombre d'IVG aux jeunes âges pour dire soit les indicateurs sont à la baisse, ça prouve que finalement ce qu'on fait, c'est pas si mal, soit les indicateurs sont à la hausse, ce qui prouve qu'il reste beaucoup à faire. Ma question, c'est est-ce que ce sont les indicateurs les plus pertinents? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à d'autres indicateurs? Je ne suis pas sûre que, par exemple, le nombre de grossesses à l'adolescence soit l'indicateur le plus pertinent pour mesurer l'efficacité de la politique mise en place. Il n'y a pas très longtemps, il y a l'association Gynécologie sans frontières qui a fait un colloque sur les grossesses à l'adolescence dans le monde et qui montre finalement qu'il y a tout un tas de facteurs, de variables qui interviennent et qui ne sont pas forcément liés à la connaissance ou à la méconnaissance des questions sexuelles, etc. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est l'indicateur le plus pertinent? Et si ce n'est pas celui-là, lequel est-ce? J'ai pas de solution. Hein. C'est juste le parallèle entre le début du siècle et aujourd'hui qui finalement m'amène plus de questions que de réponses. Une institution qui fixe pour l'éducation nationale un certain nombre de choses, on l'a dit tout à l'heure. Et puis après, c'est aux équipes à construire ce qu'ils ont envie de mettre dans une éducation
à la sexualité, d'où l'importance du pilotage, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais finalement, je m'en rends compte, c'est aussi beaucoup lié à la volonté des personnes. Il y a des chefs d'établissement qui seront sensibilisés à la question, mais qui feront. Et puis il y en a d'autres qui feront d'autres choses, ou qui auront d'autres priorités, et qui du coup ne prendront pas en compte celle-là. De quoi aurions-nous besoin ? Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais je pense qu'on aurait besoin d'hommes, parce que nous sommes beaucoup de femmes à traiter de cette question-là, à s'impliquer autour de cette question-là dans les établissements scolaires, mais afin que les élèves comprennent que ce n'est pas uniquement la question des femmes, mais que cette question de l'égalité doit être la question des hommes et des femmes. C'est important aussi qu'il y ait une certaine mixité dans les équipes qui travaillent sur cette question-là. On a aussi besoin de formation. Alors, je sais, c'est plus du tout à la mode de parler de formation, mais je le dis. Il est nécessaire que les enseignants soient formés, soient sensibilisés à cette question-là. On ne peut pas enseigner si on n'a pas conscience des rapports qui peuvent s'instaurer dans une classe entre les filles et les garçons, des difficultés que peuvent rencontrer certains élèves, des tensions. On doit aussi s'interroger sur ce qu'on fait quand on parle d'orientation. Il est courant que les enseignants, quand un élève dit « Ah ben moi je voudrais faire… quand une élève par exemple dit « Ben moi je voudrais faire un bac pro mécanique », et ben qu'on lui dise « Mais t'es sûre ? Mais c'est pas un métier de fille, hein, c'est un métier de garçon. » Voilà, qu'est-ce que nous on fait ? Quels stéréotypes nous véhiculons dans nos pratiques quotidiennes ? Et sans formation, sans recul sur nos propres pratiques, on n'avancera pas vers le chemin de l'égalité. Donc la formation des enseignants, et puis aussi la formation des personnels d'encadrement, des personnels de direction. Alors on le fait au sein de la mission académique. On a organisé, voilà, c'est encore une question de moyens et de volonté, parce que le recteur de l'Académie de Créteil veut bien que cette formation ait lieu. Nous formons les personnels de direction stagiaires au pilotage d'une politique d'éducation à la sexualité et à l'égalité filles-garçons. Nous avons la chance aussi, et je tiens à le dire, dans la région Île-de-France, à avoir le soutien justement de la région. Nous sommes maintenant au lycée engagés dans le programme Jeunes pour l'égalité, qui nous permet d'avoir des moyens pour travailler d'une manière globale sur cette question-là, avec une mise à disposition d'associations, de personnel, ce qui nous permet de ne pas toucher seulement une classe, c'est-à-dire 24 à 30 élèves, mais de pouvoir toucher tout un niveau. Au lycée, nous travaillons maintenant sur tout un niveau de seconde, sur la question de l'égalité et d'éducation à la sexualité. Pardon. Bien compris qu'on n'était pas travaillé par la même idéologie que l'idéologie américaine ou celle du début du siècle. Par contre, c'est vrai que quand on est acteur politique, on a peut-être un peu de mal à avoir le recul pour savoir tout ce qui nous travaille, parce que je pense qu'aussi, on a bien une forme de normalisation et que quand on agit, on n'est pas justement très spectateur de ce qu'on charrie comme représentation, comme schème. Mais moi, je pense que ce qu'on défend prioritairement, c'est un libre accès à la sexualité consenti. Effectivement aussi, peut-être que le nombre d'IVG est quelque chose qui explique grandement le pourquoi de cette mise en place du pass contraception. Donc, l'objectif, c'est que ce pass contraception nous permette de développer plus avant et d'atteindre les objectifs qui sont un peu les nôtres. Alors, peut-être quelques chiffres quand même. On a à peu près 700, enfin je dis à peu près parce que on en a redélivré à la rentrée là, scolaire, donc on a à peu près 700, je crois que c'est les derniers décomptes, passes qui ont été donnés au lycée. Comme c'est un dispositif qui date du mois d'avril, en termes de diffusion, on a un recul un petit peu difficile à obtenir. Il faut quand même préciser, et c'est là peut-être qu'on rejoint l'idéologie, que cette diffusion se fait majoritairement dans les lycées publics et qu'on rencontre une certaine hostilité dans les lycées privés qui résistent à accepter notre politique régionale en matière de contraception. Donc finalement, on n'est pas très très loin de ce qu'on entend dans l'histoire et outre-Atlantique.
Moi, je crois que un des objectifs à terme, c'est que l'extension se fasse, que la diffusion puisse être réalisée, que ce qu'on évoquait en termes d'égalité, qui reste encore un frein, puisque dans le PAC, en fait, il y a la possibilité d'avoir des préservatifs, donc précisément, garçons-filles, sont en droit dans la totale égalité d'accès, que ça se mette effectivement en place. Je crois qu'on a 4-5 passes délivrées à des garçons, ce qui est quand même par rapport à l'ensemble des livrets particulièrement minoritaire. Donc ça, c'est encore quelque chose qui doit avancer. Voilà. Et puis nous, on veut être dans une évaluation de la façon dont s'en saisissent les professionnels. Il est hors de question qu'on soit pilote, comme vous le disiez très bien à mes côtés. Ça s'inscrit dans une politique globale. Alors on y intervient parfois, et fort heureusement grâce au CRIPS aussi, qui est le centre régional pour la prévention du sida, qui intervient auprès des lycées pour faire une information aussi sur la prévention au niveau de tout ce qui est sexualité et puis et sida, bien entendu. Donc on intervient à ces différents niveaux, mais on veut garder notre place. C'est-à-dire qu'on nous a aussi reproché la place des parents dans tout ça et la place des référents santé, infirmiers dans tout ça. La région est là pour être un facilitateur auprès d'une communauté éducative qui doit, pour chacune des parties, parfaitement remplir son rôle. Et c'est vrai que politiquement, on est un peu critique de la place de l'État, qui, à notre sens, devrait être au moins en conformité avec ce qui est légal, à savoir une intervention 3 fois par an et non par semaine en termes d'éducation à la santé. Et là, nous, on ne peut être que complémentaires. Donc, on souhaite évaluer, bien entendu, le dispositif, comment il est délivré, est-ce qu'il est bien partout. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le cas. Et comment on peut améliorer tout ça dans l'échange avec et l'État, puisqu'il faut quand même le dire, le ministre de l'Éducation nationale nous a fait l'honneur de nous reconnaître positivement le dispositif, bien plus qu'il ne l'a fait pour ceux qui en ont été les instigateurs, à savoir la région Poitou-Charentes. Et puis, le travail qui a été fait avec les professionnels, médecins, tous les représentants syndicaux, des biologistes, tout ce qui est finalement dans le chéquier, puisque tout ça, c'est très bien fait. On souhaite être dans la continuité de cette bonne relation pour que les remboursements, puisqu'il s'agit de ça quand même, puisqu'il y a une gratuité pour les jeunes, ce qui veut dire quand même que le professionnel doit avoir cet argent restitué par la région, que tout ça soit parfaitement opérationnel, ça a une vraie importance. Donc on est sur différents niveaux, à savoir relever le défi d'un libre accès à une contraception gratuite, anonyme. Donc ça, c'est un défi un peu idéologique pour nous. Et puis il y a ces défis beaucoup plus opérationnels qui sont un peu quand même les défis des politiques, c'est qu'une politique publique doit être parfaitement exécutée et évaluée. Catherine Louveau, donc sociologue et puis IEC, etc. Je voulais poser en fait 2 questions. Alors sur 2 dispositifs extrêmement opposés. Donc la question de l'ampleur en fait de la diffusion. Donc à la fois des idées et des dispositifs. Je me pose la question en ce qui concerne le mouvement aux États-Unis d'Abstinence Only dont vous avez parlé, quelle forme ça prend, c'est-à-dire vous avez parlé de textes, etc. Mais textes diffusés où, de quelle ampleur, est-ce qu'il y a des réunions organisées, est-ce que c'est un mouvement considérable, important, qui se diffuse par quelle voie, enfin bon, pour apprécier effectivement l'ampleur de cette diffusion. Et puis même question en ce qui concerne la région. Je sais pas si vous avez donné le chiffre, le nombre d'élèves donc de lycées, mais enfin ce sont des milliers, des centaines de milliers peut-être. Et donc quand vous avez dit 700, j'arrive pas à croire que, enfin ça me paraît très très peu eu égard au nombre d'élèves potentiellement concernés, d'établissements scolaires concernés. Donc 700, ça veut dire qu'il y a un pass par établissement à peine. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que là le rapport d'un seul coup me surprend énormément. Jamila Saou, mais je suis déléguée, conseillère municipale déléguée à la ville de Montreuil, aux droits des femmes et à l'égalité. D'abord, je tenais à vous remercier les différentes intervenantes parce que j'ai trouvé que c'était très, très instructif, très intéressant. Et je m'adresse en particulier à Roselyne, c'est bien ça votre prénom. Et ma question, oui, le pass contraception, donc l'instigatrice, c'est Poitou-Charentes. Vous avez repris donc en région Île-de-France. Est-ce les seules 2 régions qui sont concernées? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un déni qui est fait par l'État
puisqu'on sait que les grossesses prématurées, les 13, 14, 15 ans, sont là. Les chiffres sont quand même alarmants, en tout cas pour ce qui est de la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas ailleurs. D'autre part, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Apparemment, le pass contraception, c'est 3-6 mois de mise en place, la gratuité. Au-delà de cette période, ces jeunes-là, comment ils se débrouillent pour continuer à se protéger et à anticiper. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Il aurait été intéressant d'avoir aussi un témoignage d'une personne de l'enseignement privé. Ça représente tout de même un établissement d'enseignement sur 5. Donc, il y a 20%. Alors, quelle est cette pratique à ce moment-là ? Alors, on dit, c'est laissé à l'appréciation. Mais alors, dans le fond, ça nous pose un vrai problème, pas seulement politique, un vrai problème. Comment peut-on, dans une république excipée de l'égalité, et n'avoir jamais à la mettre en œuvre ou à ce qu'on puisse en vérifier la mise en œuvre dans certains établissements ? Est-ce qu'il y aurait des niches qui échapperaient à la règle générale de l'égalité, qui est pourtant revendiquée pour tout le monde ? Donc, l'affaire de l'enseignement privé, ce n'est pas une petite chose en passant. Est-ce qu'on peut ne jamais... L'autre chose que je dirais rapidement aussi, c'est à propos de cette histoire de Christine Boutin s'élevant sur sur l'idéologie du genre. Il faut démontrer, n'est-ce pas, qu'il s'agit là d'observations scientifiques, mais enfin, sur quoi, si le genre est une idéologie, ce qui n'est pas le genre, c'est quoi ? C'est bel et bien une idéologie protégée par un statu quo qui, en somme, vaut légitimité. Boutin, elle n'a rien à dire sur l'idéologie, elle, qui l'anime, en protestant contre l'idéologie du genre. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que quand on exhibe, si vous voulez, des observations pour réfuter cette expression de l'idéologie, il ne faut pas oublier de mettre en cause l'idéologie de l'autre, qui estime n'avoir ni à la démontrer, ni à justifier sa légitimité, et qui pourtant, très souvent, va contre les règles générales de la République. Alors là, je voudrais quand même qu'on le dise aussi. Nathalie Bajos, je suis chercheuse à l'INSERM. J'ai trouvé que les interventions étaient extrêmement intéressantes, toutes. La première, c'est que j'ai été frappée en écoutant les propos de Virginie Deluca, à quel point finalement, hier comme aujourd'hui, les seules voies socialement légitimes pour parler de sexualité, c'est les enjeux autour de la reproduction et la question de la santé, les maladies vénériennes hier, le VIH aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est intéressant parce que Michel Bozon a parlé en introduction de 2 écueils à éviter quand on faisait l'éducation à la sexualité. C'était l'approche par les risques et l'approche par la psychologisation. Moi, je rajouterais volontiers l'approche par la reproduction. Et on voit que dans 2 contextes extrêmement différents, la France et les États-Unis, où aux États-Unis, les grossesses adolescentes, en tout cas quantitativement, c'est une vraie question. C'est le taux le plus élevé de tous les pays industrialisés. Alors qu'en France, désolé, la question des grossesses adolescentes, elles sont en diminution non-stop. S'il y a plus d'IVG aujourd'hui chez les jeunes, c'est parce que, non pas elles ont moins accès à la contraception qu'avant, c'est parce qu'en cas d'échec de contraception, elles avortent plus. Ce qui, au passage, pose la question tout à fait pertinente qui a été soulevée de quel type d'indicateur on utilise et auquel on se réfère pour évaluer quelque politique que ce soit. Mais je trouve que cette question d'entrée par la contraception, même s'il ne s'agit pas de nier qu'il y a encore des problèmes d'accès à la contraception pour les jeunes, en tout cas, ce n'est pas l'argument santé publique qui peut être invoqué pour mettre en place ces dispositifs. Mais je trouve que la question de l'entrée par la contraception et la reproduction, surtout quand il n'y a que ce type d'entrée, que ce soit par le PASS ou dans les cours d'éducation à la sexualité en général, bien évidemment, ça naturalise la question des différences hommes-femmes et que c'est bien l'obstacle de fond, finalement, sur la question de l'égalité à la sexualité, me semble-t-il. Et évidemment, ça évacue toutes les questions autour des différentes formes de sexualité. Et j'en viens à ma deuxième remarque, c'est finalement, en vous écoutant, je me suis demandé, mais on parle d'éducation à l'égalité dans la sexualité, mais c'est quoi l'égalité dans la sexualité ? Qu'est-ce qu'on entend véritablement par égalité dans la sexualité ? Et je pense que c'est une question qu'on ne peut pas éluder, elle me paraît tout à fait centrale, d'autant qu'on parle d'éducation à l'école, on parlera tout à l'heure d'éducation hors de l'école, mais les intervenants, vous avez, madame, soulevé le besoin de formation, et je crois qu'il est crucial. Quand on voit les représentations sur les différences hommes-femmes dans la sexualité, on a bien vu dans nos propres travaux à quel point
le socle de ces représentations semblait bien être l'idée que fondamentalement, la sexualité des hommes et des femmes, ça ne peut pas être pareil pour des raisons liées à la biologie, aux hormones, etc. Et les formateurs sont des acteurs sociaux comme tant d'autres. Et donc finalement, j'ai l'impression que si on ne se met pas profondément d'accord sur ce qu'on entend par éducation à l'égalité dans la sexualité, on tourne un peu autour du pot et on ne pose pas les bonnes questions qui finissent finalement par reproduire. On l'a vu dans les travaux d'Annie Ferrand sur une analyse très fine des circulaires ministériels auxquels Michel Boson a fait référence tout à l'heure. Et on voit que dans ces directives, qui d'un certain côté peuvent paraître extrêmement en avant, finalement on bloque toujours sur cette représentation fondamentale qui, si on essaye de la faire partir d'un côté, elle revient de l'autre, que éducation à la sexualité, à l'égalité dans la sexualité, oui, mais c'est quoi finalement? Et est-ce qu'on accepte l'idée qu'il ne devrait pas y avoir du tout de différence entre les sexes dans la sexualité? Il y a deux choses. Il y a un mouvement qui est un mouvement, ce qu'on appelle grassroots, donc qui vient de la base des conservateurs américains, avec des organisations comme The Silver Ring Thing, enfin les choses que vous pouvez voir dans des documentaires, en fait, à la télé souvent, hein, avec des balles de chasteté, des anneaux de chasteté, donc ça concerne quand même un certain nombre de jeunes. Et après, en fait, avec les subventions Bush, il y a eu une très grosse augmentation vraiment des programmes dans les écoles, en fait, parce que, bon, bien sûr, ils ont des manuels, hein, ils ont des programmes qui vendent. Et donc là, c'est difficile de quantifier, même si c'est quand même une quantité vraiment importante, a priori, parce que y a quand même des fonds qui sont donnés, et ça, c'est là où on a la meilleure évaluation, c'est de l'argent qui est donné. À peu près là, ouais, voilà. Mais après, il faut bien se dire que quand c'est pas de l'abstinence only, on est quand même dans quelque chose qui met l'abstinence en avant en premier. Hein. Donc l'abstinence est toujours là. Alors la version pure et dure de l'abstinence only, voilà, c'est difficile de quantifier très exactement. Mais donc finalement, c'est quand même, ça dépend après des États, ça dépend des écoles. C'est comme en France, hein, c'est difficile après de voir sur le terrain nécessairement comment se manifeste. On peut voir surtout l'argent qui est dépensé. Et véritablement, après, voilà, les types de groupes qui sont en action sur ces choses-là. Pour revenir à l'idée enfin, c'est sur un autre sujet, les indicateurs, en fait, qu'on utilise. Il faut dire aussi que quand on a des approches comme celle de l'OMS, par exemple, c'est effectivement qui font beaucoup de choses sur l'évaluation, quand même, des politiques d'éducation sexuelle, entre guillemets, ou ONU-SIDA, par exemple, on est quand même sur, effectivement, de la santé publique, et c'est quand même des organismes qui font beaucoup de choses. Donc là aussi, comme eux, ils sont dans une optique où surtout, ils veulent pas se mettre à dos les États, ils sont sur des choses qui, on va dire, sont très scientifiques et sur lesquelles on peut pas venir remettre quoi que ce soit en cause. Donc c'est aussi des organismes comme ça qui font qu'on a ce type ces indicateurs restreints. 100 passes délivrées. Pourquoi? Alors, moi, j'interviens pour faire un point sur le pass contraception, parce qu'effectivement, il a été voté il y a 1 an, mais d'un point de vue vraiment pratico-pratique de mise en service, ça date de avril-mai, donc c'est très très récent. Donc on a fait effectivement une diffusion dès avril-mai, à la suite d'une campagne, et on a fait une première rentrée là, septembre 2011. Voilà. Donc il est vraiment très compliqué de dire que c'est très peu, évidemment, 700 par rapport à la population cible, on est loin de... Ouais. Même Madame Pécresse le dit, surtout Madame Pécresse le dit à la région. Voilà, c'est vrai que... Mais nous, notre objectif, c'est pas de rester limité à ce nombre-là. Et c'est effectivement, quand on parlait d'évaluation, c'est d'atteindre un niveau plus important. Après, sur la diffusion dans d'autres régions, je crois qu'il y a Pays de Loire qui sont intéressés, mais je vous cache pas ne pas bien connaître l'intérêt. C'est vrai qu'il faut bien le dire aussi, entre les régions, on regarde beaucoup, on fait un peu de benchmarking quand on regarde un petit peu, on prend contact avec... les opérateurs de chacune des régions quand on est intéressé par des dispositifs. Mais on n'est pas forcément très informé de ce qu'ils captent, de ce qu'ils capturent dans nos propres politiques. Et on sait que ça a été apprécié, mais je ne sais pas quelles sont les régions qui sont en cours de mise en place du même dispositif ou un petit peu modifié. Alors après, sur l'État, je sais que l'État aussi avait envisagé cette gratuité de la contraception. Un rapport Nizan faisait référence et invitait à ce que ça soit en place. Pour l'instant, nous, on ne voit rien venir. Donc si on attendait à la région que l'État reprenne la main sur un certain nombre de politiques, autant vous dire qu'on serait content d'un point de vue budgétaire,
faire, mais on serait aussi souvent en souffrance parce que ça n'arrive pas forcément très rapidement. Après, sur les 6 mois, alors sur les 6 mois qui font qu'après, au-delà des 6 mois, il n'y a plus de gratuité. Ça revient un peu, alors je ne vais pas me défausser, mais ça revient un peu à ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de remplacer tous les acteurs autour de la contraception. Nous, on pense qu'une fois que le contact est établi avec un professionnel de santé dans le lycée, qui peut mettre en lien avec d'autres professionnels de santé qui vont s'occuper de ces questions-là, eh bien, des solutions peuvent être trouvées, notamment avec les centres de planification familiale. On ne voudrait pas être dans une substitution en termes de financement gratuit sur toute une scolarité lycéenne, et pourquoi pas après, on étendrait le dispositif au niveau universitaire, et pourquoi pas. Donc, on veut quand même, c'est toujours où est-ce qu'on arrête le curseur, c'est toujours un peu la question, pourquoi 6 mois, pourquoi pas plus. Comme je l'évoquais, notre intention, elle est quand même de créer un dialogue autour de cette question-là. Et bien sûr, il y a une question de coût, bien sûr que la gratuité est facilitante, c'est ce que dit l'IGAS, mais malgré tout, c'est aussi la question d'aborder tout ça et de voir comment la question monétaire intervient en second par rapport à la question du dialogue. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas braqué comme ça s'est passé en Poitou-Charentes sur cette question du pass contraception. On craignait quand même un peu une vampirisation. On voulait pas faire quand même la une des médias autour de ce pass contraception parce qu'on savait bien que ça allait être un frein à sa diffusion et donc finalement un frein d'accessibilité aux jeunes. Donc moi, je voudrais pas qu'on cristallise trop le débat autour de cette difficulté avec les établissements privés. Je tentais de dire, on travaille avec eux pour expliquer. C'est vrai qu'il y a une différence d'appréciation du rôle que doivent jouer les pouvoirs publics quant à la sexualité, quant à l'intervention dans quelque chose qui devrait être dans un dialogue enfant, famille. On a beau expliquer que ça ne se fait pas, qu'il vaudrait mieux un intercesseur, un médiateur qui est le professionnel de santé dans l'établissement. On travaille tout ça et on essaye de faire ça dans une espèce de communication. Et bon, alors ça c'est ma position. Enfin, je veux dire, il y a des positions beaucoup plus hard à la région qui consistent à dire arrêtons ces relations avec des établissements qui ne jouent pas le jeu avec la politique régionale et la ligne politique régionale. Alors, il y a des personnes qui soutiennent que il faut être un peu moins dans le dialogue et la compréhension des établissements qui n'acceptent pas le pass contraception. Il faudrait dans une politique un petit peu plus de si vous ne le prenez pas, eh bien attention, certains financements, nanana, voilà. Moi, je pense qu'on peut pousser un peu plus loin peut-être encore le dialogue pour expliquer. Je comprends parfaitement qu'il y a des vues qui sont différentes, idéologiques, et que peut-être on n'est peut-être pas allé au bout pour que ça se diffuse. Parce que malgré tout, moi je pense que les jeunes qui sont dans ces établissements, si on rompt le dialogue, bénéficieront tout simplement pas de ce dispositif et que c'est donc plus un risque qu'on fait peser sur eux que sur l'ensemble de ceux qui échangent autour de cette politique. Voilà. Donc mais j'ai plus parlé en mon nom, et puis plus en mon nom d'ailleurs qu'en celui de Laure, qui n'est pas là pour évoquer sa position. Mais donc voilà, on essaye de voir quel est le moyen le plus pertinent de faire sauter le verrou des établissements privés. La clé d'entrée finalement de l'éducation à la sexualité, ça a été la question de la reproduction, puis peut-être à partir des années 70, aussi la question de la contraception. Ce qui m'a semblé intéressant, moi, c'est de découvrir finalement que l'injonction à se reproduire, c'était aussi une injonction qui était faite aux hommes et aux garçons. Et ça me semblait relativement étonnant. Ceci dit, c'est vraiment véritablement les enjeux sanitaires, pour le coup, qui expliquent ces positions sur la reproduction et cette injonction qui était faite aux hommes. Donc il fallait faire des enfants, mais des enfants sains. Et dans la mesure où les maladies vénériennes se transmettaient par les hommes à leurs femmes et à leurs enfants, la responsabilité finalement de l'enfant sain incombait aux hommes. Donc c'est par ricochet finalement que les hommes en sont venus à être mobilisés dans ces questions de reproduction. Et c'est cette naturalisation des fonctions de reproduction qui explique l'association entre éducation à la sexualité et cours de biologie et de SVT. Après tout, je suis assez frappée par le fait que finalement, les cours d'éducation à la sexualité ou les questions d'éducation à la sexualité sont associées à des cours de SVT. Pourquoi ? Si on fait le point sur tout ce qu'on entend, vous et moi, etc., sur
ces questions-là, ça pourrait tout à fait entrer dans le cadre de cours d'éducation civique. Donc, est-ce que par éducation à la sexualité, on entend présentation des organes reproducteurs et exclusivement ça? Est-ce que c'est autre chose? Et si c'est autre chose, qu'est-ce que c'est? D'où, je crois, l'importance que vous soulignez sur la question de l'égalité dans l'éducation à la sexualité. Je dirais qu'il faudrait définir tout court ce que c'est que l'éducation à la sexualité et mettre des limites, borner ce qu'on entend. Je crois malheureusement, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout démontrer, on ne peut peut-être pas tout expliciter dans le cadre scolaire, parce que là, on est vraiment dans le cadre de l'école. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faudrait borner, c'est-à-dire poser des limites et des balises, à la fois limiter le périmètre, mais aussi se fixer un objectif. Qu'est-ce qu'on veut finalement à travers cette éducation à la sexualité? Montclar, je vous rejoins sur l'idée d'égalité par rapport à la sexualité. Dans le sens où on m'a beaucoup parlé de tuyauterie, excusez-moi, mais c'est quoi l'éducation au plaisir, au désir? On n'en parle pas, on n'a pas de balisage. Est-ce qu'un rapport AET existe en France? Et ce sera intéressant qu'il y ait pour hommes et femmes. Ségalène. J'ai 2 questions. Donc la première s'adresse à Madame Roselyne aussi. Sarkissian, voilà. Merci. Voilà, je trouve que votre action effectivement est positive, c'est certain. Mais alors où je m'interroge, c'est sur sa dénomination, le pass contraception. Alors est-ce que ça, justement, ça ne nous confine pas dans exactement tout ce qu'on vient de dénoncer, à savoir, voilà, c'est pas vraiment l'éducation à l'égalité. Et est-ce que ça ne va pas justement s'adresser de toute façon aux filles traditionnellement, puisque c'est elles qui en priorité doivent se protéger, hein, quand même. C'est quand même elles qui vont avoir les bébés. Donc le garçon, ils ne se sont pas tellement concernés. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer à quelque chose que vous avez dit, d'ailleurs vous-même, simplement le titre passe contraception, est-ce qu'on ne pourrait pas dire libre accès à la sexualité consentie? Gabriel Gault, je suis historien des sciences et ancien enseignant de SVT. C'est pourquoi la question de Mme Lucas Barus m'a intéressé. J'en profite pour intervenir. Parce que finalement, c'est vrai que déjà depuis très longtemps, et vous connaissez mieux l'histoire que moi, les enseignants de ce qu'on appelait des sciences naturelles, des sciences de biologie, etc., ont été sollicités pour faire cette propagande anti-alcoolique et sur les problèmes de la contraception. Et ça a beaucoup évolué et ils le font, je dois dire. J'ai été dès lors un certain temps, je suis trop vieux maintenant, il y a trop longtemps que je suis séparé de ces questions-là. Mais je crois qu'il reste quand même parmi ceux qui sont chargés de cet enseignement, et ils ont une charge qui est difficile dans la mesure précisément où on leur demande maintenant d'aller très au-delà de l'étude des organes et de l'étude des éléments physiologiques au niveau de l'encéphale. Et par conséquent, ils s'en sortent comme ils peuvent. Alors, à la fois avec une espèce de fascination, parce qu'ils ont l'impression d'être les meilleurs dans les lycées où ils font des choses que les autres n'osent pas faire. Par conséquent, il y a chez eux ce sentiment-là qui fait que ça les valorise. Et comme les enseignants de SVT sont généralement considérés comme étant un peu secondaires, donc ils sont très contents de cette valorisation. Et donc c'est pour ça que, Madame le Proviseur, tout à l'heure, vous parliez de la nécessité de faire intervenir aussi des mathématiciens, bien entendu. Pourquoi pas? Cette responsabilité, pardonnez-moi, je peux aller trop vite, devrait être partagée. Ma question porte sur le pass contraception aussi, sur sa mise en place. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien parce que... il ne suffit pas de mettre un dispositif en place, même si je comprends tout à fait la position que vous avez de dire le conseil régional reste à notre place. On sait la difficulté pour les établissements scolaires de mettre en place des politiques globales, que ce soit sur la santé, sur la prévention de la délinquance, etc., et que ça s'appuie sur des personnalités dans les établissements. Et donc ma question, c'était de me dire, mais pourquoi le planning familial ou les centres de planification, qui sont quand même reconnus sur la place publique, qui ont des subventions à la fois d'État, Conseil général et peut-être même des conseils régionaux, qui ont été en difficulté, on le sait, l'année dernière. Pourquoi ce ne sont pas à ces associations-là qu'on s'adresse pour aider
les établissements qu'ils souhaiteraient, enfin, ce serait quand même bien que ce ne soient pas les établissements qui aient allé à la pêche. Quand on est sur une région, sur un territoire, on pourrait peut-être faciliter ça par le biais, pas forcément que ça coûterait pas forcément très très cher. Ce serait peut-être qu'une petite subvention, mais en tout cas, c'est un savoir-faire qui pourrait aider à ce contact avec ces jeunes. Je suis actuellement formatrice dans les établissements de santé et j'ai été aussi directrice de sections spécialisées dans les établissements scolaires. Donc, moi, ce que j'ai observé parmi toutes les interventions, enfin, ce que j'ai envie de demander surtout, c'est cette distance qu'il y a entre cet idéal politique à l'égalité des sexes et la prise en compte des souffrances, je suis désolée, psychologiques et sociales, que moi j'ai pu voir dans les centres, par exemple LGBT, gays, lesbiens, bi-trans, qui sont faits par des psychologues, des psychanalystes. Voilà, donc je reconnais très bien la convivialité extrême des sociologues, hein, je les aime beaucoup, mais je trouve que les psychologues sont très pertinents aussi à intervenir dans le présent. Et puis, surtout quand on a des filières où on peut dire, voilà un PD parmi tant de filles, voilà. Voilà. Et puis le deuxième écart qui, moi, je pense, va se poser extrêmement pour les établissements scolaires, c'est comment les parents vont se positionner par rapport à des jeunes qui vont les questionner sur leur genre. Parce qu'il y a actuellement dans les programmes donc cette entrée sur les questions de genre. Et ces familles qui, auparavant, il y a 70 ans, autorisaient leurs enfants à avoir un enseignement sur l'éducation sexuelle, maintenant sont, je dirais, pas à la traîne, mais n'ont même plus autorisés. Donc, sont soumis à une formation qui est donnée dans le sein des établissements scolaires. Donc pour moi, la sexualité, ça a un sens qui se donne par rapport à la vie. D'autre part, pour l'abstinence, il y a une émission là qui va sortir dans Zone Interdite, où la question s'est posée auprès de sexologues. Est-ce qu'un abstinent involontaire ou une abstinente involontaire souffre ou pas? C'est vrai que moi aussi, je m'interroge un peu sur SVT et éducation à la sexualité. Pour moi, il est évident que l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, c'est de la philosophie, que la sexualité dans l'œuvre de Zola, c'est une entrée de littérature, et que tout ça peut très bien se faire au lycée, et qu'on peut avoir une éducation à la sexualité par toutes les matières qui sont abordées au niveau lycéen, et que tout ça se complète et donne un tableau, à mon avis, moins restrictif et moins naturalisant, moins biologisant que la simple entrée SVT. Alors sur la question du passe contraception, la désignation. En l'occurrence, je trouve que l'intitulé n'est pas si mauvais, parce que le terme de contraception, pour moi, n'était pas exclusivement orienté vers un public féminin, ou en tout cas s'il l'est, c'est pas le fait de cet intitulé, c'est pas le fait de la région, mais c'est le fait de toutes nos représentations qui font que la contraception serait exclusivement féminine. Donc moi je crois pas, alors voilà, peut-être passe aussi pour être critiqué, moi je crois pas que ça soit un intitulé qui... puis après, évidemment, passe contraception, c'est un peu du synthétique, c'est un peu ramassé, parce que le vocabulaire John, entre guillemets, est un peu comme ça. Alors, moi je suis prête à entendre les critiques, par contre c'est vrai que ce que vous évoquiez, un peu long, difficile à faire passer, voilà. Mais voilà, mais en tout cas, c'est l'arrière-pensée. Autant dire que dans toute notre diffusion en communication, en information, dans les protocoles, on avance ce que j'ai précédemment évoqué. Et donc, ça fait partie du message également, au-delà du simple intitulé. Alors après, sur la question du planning familial... alors, bon, je le dis avec d'autant plus d'aisance que je suis, autant afficher les couleurs, de groupe socialiste. Le groupe socialiste, lors de la dernière séance, et c'est visualisable, a soutenu un vœu qui mettait en avant de façon assez forte son soutien à la politique de planning familial, à sa volonté que ça soit particulièrement défendu au niveau étatique. Donc, je serais bien en peine de dire qu'il y a une contradiction entre la politique régionale et notre volonté que les plannings familiaux soient particulièrement soutenus. Alors, on les a bien entendu concertés avant de mettre en place le pass contraception. Alors, quel constat on a fait ? On a fait le constat déjà qu'il n'y en avait pas partout. On peut le regretter, que l'accès n'est pas aisé partout. Et qu'est-ce qu'on a pensé ? C'est que le point d'entrée plus facilitant pour un jeune, c'est l'endroit qu'il fréquente quotidiennement. Et le lycée est cette porte d'entrée, le CFA est cette porte d'entrée. Et ce que j'ai aussi évoqué
précédemment, c'est qu'on n'attend pas une exclusion du planning familial, on attend une possible orientation à l'issue de cet échange qu'il y a entre référent santé, infirmier et jeune. Donc c'est plutôt complémentaire cette orientation. Si le jeune souhaite avoir un accès au médecin de son choix, eh bien on l'oriente vers le médecin de son choix. Si par contre, eh bien, quelque chose de plus conséquent, au-delà des 6 mois, doit se nouer avec le planning familial, eh bien on peut l'orienter. Mais je suis tentée de dire, c'est un peu l'évaluation qu'en fera le professionnel de santé lycée qui verra si l'état d'esprit, le jeune qu'il reçoit est prêt à aller dans un centre de planning familial pour aborder les questions de santé. Certains sont peut-être plus sur un mode de consommation du contraceptif. Enfin, je le dis brutalement, mais c'est un peu ça. Il y a besoin. Bon, et ben voilà, on donne le chéquier pour cet accès libre. D'autres sont peut-être dans un travail qui peut se nouer avec le centre de planning familial. Mais pour nous, c'est complémentaire. C'est pas, on n'a pas voulu se substituer. Et on a pensé que les professionnels de santé étaient plus à même de voir quand le planning familial pouvait être sollicité. S'il l'est, parce que franchement, moi je suis sur un territoire Sud 77 où je suis bien contente que les lycées puissent être opérationnels sur cette question. Le cours d'éducation à la sexualité, ça a toujours été un peu la patate chaude qu'on se refile. Les premiers médecins hygiénistes avaient pour ambition de mettre de l'éducation à la sexualité dans tous les cours. D'abord, évidemment, dans les cours de sciences naturelles, mais aussi dans les cours de mathématiques, les cours de français, les cours de morale. Alors, en cours de français, on pouvait faire lire aux enfants des textes sur les risques vénériens où on présentait le monstre hérédo-syphilitique. Dans les cours de maths, on pouvait expliquer que parfois, 1 et 1, ça fait 3. On pouvait expliquer aussi dans les cours de morale les risques de la débauche et donc la syphilis. À la fin des années 1920, une grosse enquête a été faite auprès des enseignants de sciences naturelles pour savoir si oui ou non ils souhaitaient une éducation à la sexualité. Et tous, dans les écoles publiques, ont dit oui, de manière vraiment très très large. Oui, on est favorable à cette éducation, mais non, on ne veut pas la donner. On n'est pas formé. Et donc chacun, c'est étonnant parce que c'est individuellement, chaque enseignant dans son lycée, dans son collège, a répondu, il vaudrait mieux que ce soit un médecin qui fasse ça. Le médecin est plus armé pour parler de manière pudique. La pudeur est extrêmement importante pour parler de ces choses-là aux jeunes gens. Ouais. Voilà. Juste, je voudrais répondre à madame, à sa remarque très pertinente. Effectivement, vous avez parlé des parents d'élèves. Et c'est vrai qu'on a parlé ici d'expériences, de dispositifs mis en place, etc. Mais après tout, on n'a pas entendu, je crois, 2 voix importantes qui sont la voix des parents d'élèves. Que veulent-ils en matière d'éducation à la sexualité? De quoi ont-ils besoin? On n'a pas entendu aussi la voix, finalement, de ces élèves. De quoi ont-ils besoin? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'ailleurs d'avoir besoin de quelque chose, etc. Donc je pense aussi qu'il y aurait à un moment donné peut-être, d'une certaine manière, j'ai pas de clé, j'ai pas de réponse, comme je vous l'ai dit, j'ai que des questions. Comment à un moment donné prendre en compte les desiderata des uns et des autres et se positionner par rapport à eux? Oui. C'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé sur quel était le discours qui a été diffusé aux jeunes, mais on s'est peut-être moins posé la question, quelles questions ils se posent au fond. Voilà. Il existe dans des municipalités, il y a des conseils municipaux d'enfants où les enfants se positionnent et expriment ce qu'ils souhaitent pour leur municipalité. Pourquoi pas, après tout, les interroger sur... Ça existe aussi. Ah, super. Puisqu'il y a... dans les établissements, le CVL, le conseil de vie lycéenne, et au niveau académique, le conseil académique de vie lycéenne. Et dans ces conseils, les jeunes ont l'occasion de s'exprimer sur un tas de thématiques et sur celle-là aussi.